Le Grand Prix d'Abu Dhabi 2021 est venu conclure une saison historique, pleine de tensions et un combat épique entre statistiquement le meilleur pilote de l'histoire de F1 et le jeune loup agressif qu'on aime ou qu'on déteste. Alors cette conclusion n'est clairement pas du goût des spectateurs, que l'on soit du côté de Max Verstappen ou de Lewis Hamilton. On a ce goût de bâclé, de pas net, de pas propre. Ce n'est pas à la hauteur de la saison que l'on a vécue. Mais alors, que s'est-il passé sur ces derniers tours après le crash du malheureux Nicolas Latifi, et où est-ce que l'on en est aujourd'hui, à moins d'un mois du début de la saison 2022 de Formule 1 ? Forcément, pour comprendre ce qu'il s'est passé entre Hamilton, Verstappen et la FIA, il faut que l'on comprenne ce qu'il s'est passé avec Latifi. Nicolas Latifi se retrouve pendant quasiment toute la course derrière Mick Schumacher qui s'était arrêté plus tôt. Le pilote Williams a du mal à dépasser la Haas, l'arrière commence à gentiment se balader du fait de l'usure des pneus et de suivre une autre voiture donc dans le sillage avec le Dirty Air. Alors quelques tours avant son crash, Latifi se fait d'ailleurs une frayeur à la sortie du virage 14, là où il finira par planter sa Williams. Du coup, Latifi prend un petit peu de distance avec Schumacher, histoire de faire un peu refroidir la voiture, les pneus, recharger un petit peu les batteries, avant de repartir au combat pour tenter de porter l'ultime attaque pour passer en fin de course une bonne fois pour toutes Mick Schumacher. Il repart donc au combat et donne absolument tout, demande tout à la voiture, utilise toute la puissance de la batterie et se retrouve côte à côte avec Schumacher à l'entrée du virage 9. Pas fou, l'Allemand tasse fermement le pilote de la Williams sur l'extérieur, qui n'a d'autre choix que de complètement sortir de la piste et se retrouve derrière une fois de plus. Alors oui, bon, la manœuvre est quelque peu agressive et pas super propre, mais Schumacher est sur un relais encore plus long que Latifi et défend tout ce qu'il a pour ne pas terminer une fois de plus dernier d'une course. Du coup, Latifi prend la radio, comme les pilotes ont coutume de faire pour râler dès qu'une manœuvre ne leur plaît pas, attaque les enchaînements du dernier secteur, passe le réglage du différentiel pour le milieu de virage sur 1, et le virage d'après perd l'arrière de la Williams qui vient heurter le mur. Fin de course, pneus usés, le Dirty Air, le peut-être mauvais réglage du différentiel, râler à la radio, une perte de concentration très légère et hop, ça se termine. Voilà pourquoi Latifi se retrouve malheureusement dans le mur et non, Red Bull ne lui a pas lâché un chèque pour un Crashgate façon Singapour 2008. Alors oui, on ne se bat pas pour un podium ou même des points et oui, cela ne changera absolument rien au championnat pour les deux, mais peu importe, quand on fait la course, on la fait jusqu'au bout, quand c'est son métier, que ce soit l'écurie ou les pilotes. La voiture de Latifi est donc immobilisée en plein sur la trajectoire en sortie du virage 14. Il y a quelques débris et à cet endroit, les commissaires sont obligés d'intervenir sur la piste avec un engin de levage pour dégager la Williams qui est donc accidentée. Michael Masi, le directeur de course, n'a d'autre choix que de déployer au moins une safety car l'intervention est trop lourde et implique trop de personnes pour seulement déployer une virtual safety car et intervenir en toute sécurité. Ou alors est-ce que déployer le drapeau rouge pour arrêter la course et intervenir sur les lieux de l'incident est nécessaire, et je dis bien nécessaire purement d'un point de vue sécurité? Non, on déploie un drapeau rouge quand c'est grave, dans le cas du crash de Romain Grosjean par exemple, ou lorsque la piste est vraiment trop obstruée pour permettre aux voitures de passer. Verstappen par exemple, à Bakou, avait lâché non seulement du carbone partout en piste, mais on s'était inquiété surtout des pneus des voitures et on ne voulait pas avoir un autre accident de ce genre à 300 km/h à 2 tours de l'arrivée. La Virtual Safety Car, la Safety Car et le drapeau rouge ne sont pas des instruments pour le spectacle, mais pour la sécurité des pilotes et de tout le personnel qui intervient en piste lorsqu'il y a un incident. En revanche, oui, ces outils de sécurité ont une conséquence sur le sport qui peut générer du spectacle. Michael Masi doit donc gérer les voitures qui sont en piste, le bon déploiement des drapeaux jaunes, dans la zone de l'incident évidemment, garder un œil sur les caméras de sécurité pour justement voir ce qu'il se passe, envoyer la safety car en piste, veiller à ce que l'incendie soit maîtrisé s'il y en a un et qu'il ne reparte pas, donner le feu vert pour l'intervention des commissaires une fois que la voiture est bien safe et qu'il n'y a pas un risque d'électrocution à cause de la partie hybride, veiller aux commissaires qu'ils ne se fassent pas écraser, ne pas avoir un suraccident, envoyer l'engin de levage en piste, gérer l'ordre des positions selon la réglementation évidemment, vérifier que le rail est intact et peut encore prendre un choc dans les limites de la sécurité pour les pilotes et entamer une procédure de relance. Et encore, je pense que cette liste que je viens de vous faire n'est absolument pas exhaustive. Lorsque l'on sort la voiture de sécurité, c'est pour des raisons, comme son nom l'indique, de sécurité. On a donc en général dans ces interventions quand même beaucoup d'éléments à gérer pour que tout se passe à la fois bien et dans les meilleures conditions de sécurité, et en même temps, le plus rapidement possible, car on veut voir les voitures faire la course, peu importe le moment du Grand Prix ou de la saison,
Que ce soit les pilotes, les équipes ou même les spectateurs, forcément on préfère finir un Grand Prix sous drapeau vert plutôt que sous safety car, sportivement parlant. Alors Michael Masi n'est pas seul non plus dans tout ce processus puisqu'il ne gère pas tout directement, mais il y a forcément des ordres et des retours à prendre de d'autres membres de la FIA présents avec lui, plus les commissaires en piste. Donc non, la safety car c'est pas juste appuyer sur un bouton, la procédure est complexe, requiert une checklist où chaque point doit être absolument validé pour relancer une course automobile, et toute cette checklist doit être validée par une personne, le directeur de course, et ça c'est son job, mais on va y revenir. Maintenant qu'on a fait le volet sécurité et gestion d'un incident, il faut continuer avec le volet gestion sportive des voitures encore en piste, et on va parler des retardataires. Lorsque la safety car entre en piste, peu importe où vous êtes sur la piste, qui il y a devant vous, vous n'avez pas le droit de dépasser, sauf si la direction de course vous en donne l'autorisation. On a prévu une règle qui est en vigueur maintenant depuis bien plus de 10 ans, je pense, où les voitures retardataires ont le droit de sortir de la queue derrière la safety car, de doubler le peloton et de faire un tour de circuit pour revenir se positionner à l'arrière de ce même peloton. Alors cette règle existe pour une raison très simple, ou plusieurs raisons très simples. Lorsque l'on va relancer la course, on veut éviter que ces voitures interfèrent dans la bataille entre les leaders. Comme toutes les voitures vont être très proches les unes des autres à la relance, c'est pour éviter d'agiter des drapeaux bleus dans tous les sens en plus des drapeaux verts et éviter des mésententes entre pilotes sur qui laisse passer qui, ce qui peut conduire à une mésentente et donc un accident. Norris, Ocon, Alonso, Leclerc et Vettel jouent la 7ème place du Grand Prix au moment de la safety car. Les laissés entre Hamilton et Verstappen à la relance relèvent de la folie, car ces pilotes font la course les uns contre les autres et doivent laisser passer un pilote qui lui joue aussi sa propre bataille et qui en plus bénéficie des drapeaux bleus. Vous imaginez le boxon que ça pourrait donner à la relance? Alors cette règle, qui est énoncée d'ailleurs à l'article 48.12 du règlement sportif, a un but sécuritaire: éviter un accident sur une relance de course, et un but sportif: pouvoir reprendre correctement les batailles sans interférence, mais on va revenir dessus. Nous sommes donc en fin de course. Il n'y a, stratégiquement parlant, plus d'arrêt au stand à faire. Donc maintenant, ce sont aux pilotes de faire la différence sur la piste, puisque l'on n'a plus la possibilité de faire un undercut, un overcut, etc. Un coup stratégique. La seule manière de gagner, c'est de rester devant l'autre sur la piste. Alors du coup, ça se profile très bien pour Lewis Hamilton, en tête depuis le premier virage du Grand Prix. Il a rondement mené la course, a réussi à passer outre tous les obstacles qui se sont dressés devant lui, pendant que Verstappen et Red Bull ont tenté tous les paris stratégiques pour aller chercher Hamilton, jusqu'à ce moment, sans succès. Max Verstappen est depuis le début de la course dans la fenêtre d'arrêt au stand de Lewis Hamilton. En fait, cela veut dire que si Lewis Hamilton s'arrête, il n'aura pas assez de temps pour ressortir des stands devant Verstappen. Cette fenêtre se mesure en temps et à Abu Dhabi, un passage par la voie des stands coûte environ 22 secondes. Verstappen a été pendant toute la course en dessous de ces 22 secondes. Verstappen ne menace pas Hamilton directement en piste pour porter une attaque, mais il est assez prêt pour le menacer stratégiquement. Hamilton, dû au fait d'être devant, est le premier à parler entre guillemets, et donc Verstappen et Red Bull ne font que réagir en fonction de ce que font Hamilton et Mercedes. Hamilton a l'avantage de la position en piste, donc d'être premier. Verstappen a l'avantage de la réaction, donc de choisir un plan stratégique en fonction de ce que fait son adversaire. Si Hamilton s'arrête pour changer de pneu, Verstappen aura tout intérêt à rester en piste pour gagner la position et être premier. Si Hamilton reste en piste, Verstappen aura tout intérêt à s'arrêter pour passer des pneus neufs et tenter une dernière attaque avec bien plus de performance que la Mercedes avec ses pneus usés. En fin de course, je vous l'ai dit, la position en piste est primordiale. On prend moins de risques de rester en piste et de devoir défendre une position que de s'arrêter, perdre sa position et repartir à l'attaque sans aucune garantie de récupérer notre position avec un dépassement. Surtout quand notre opposant s'appelle Verstappen et que lui est prêt à absolument tout pour aller chercher le titre. Un combat en piste roue contre roue, c'est le dernier scénario auquel on veut faire face car on sait que ça peut fortement se terminer en abandon, touchette, etc. Et le but, c'est de finir la course devant l'autre, pas d'abandonner. Le problème, c'est que pendant toute la course, Hamilton et Mercedes ont été tributaires des événements de course et de Red Bull et Verstappen. Ils ont été obligés de baser leur stratégie et leur choix sur la défense parce que justement Verstappen n'avait pas de menace stratégique derrière lui avec un Valtteri Bottas. Et ça, c'est giga important. C'était un vrai combat 1 contre 1. La virtual safety car du tour 35, Verstappen est dans la fenêtre. Donc, il vaut mieux rester en piste plutôt que de perdre la position et ne jamais la regagner derrière. Cela permet à Verstappen de s'arrêter et de tenter de refaire son retard sur Hamilton avec de meilleurs pneus pour le dépasser avant la fin de la course. C'est assez difficile à faire. À ce moment-là de la course, Verstappen doit rouler 8 dixièmes de seconde plus vite par tour que Hamilton s'il veut pouvoir gagner la course. Mais c'est une stratégie qui vaut le coup d'être tentée, car depuis le début de la course,
Verstappen ne peut rien faire pour se rapprocher de Lewis Hamilton. On a même dû employer Sergio Pérez, le ministre de la Défense, pour aider Verstappen. Et donc, cette safety car du tour 52 empêche Hamilton de s'arrêter et de laisser la position à Verstappen, et permet à Verstappen de passer au stand, de mettre des pneus soft, et d'espérer porter la dernière attaque qui pourra l'emmener au titre mondial. Mercedes est pieds et poings liés par la situation. Stratégiquement parlant, la safety car donne un avantage considérable à Verstappen, mais ça, on le sait déjà, on l'a vu plusieurs fois depuis des années et des années en F1, il n'y a absolument rien de nouveau. Alors, est-ce que c'est relou que le titre se joue sur l'apparition de cette safety car ? Pour les nouveaux fans, je peux comprendre que oui, peu importe l'issue. Je préfère aussi que ça se déroule en piste, sous drapeau vert, mais je suis habitué au fait que ce genre de situation peut se produire, donc j'accepte probablement plus facilement que cela se passe ainsi. L'intention de Michael Masi, elle est similaire à n'importe quel Grand Prix, intervenir le moins possible pendant une course et seulement quand cela est nécessaire pour des raisons de sécurité. Et c'est justement son rôle, ne pas avoir le sort de la course entre les mains. Michael Masi, il est là pour encadrer les choses, le reste, c'est à la piste de décider. L'objectif pour Michael Masi, c'est de relancer la course le plus vite possible pour qu'on ne puisse pas dire il a influencé le championnat. On lui refile la patate chaude, même brûlante, il veut s'en débarrasser le plus vite possible. Cette patate, elle est brûlante parce qu'il faut dégager et nettoyer la piste en un temps record vu le nombre de tours qu'il reste pour éviter de finir sous safety car et qu'on sorte dans tous les médias. Michael Masi a empêché Verstappen de combattre. Et à sa place, je le comprends, on veut éviter tout ce qu'on a finalement vécu, un scandale dont on se serait bien passé, des médias et des fans avec une colère immense, sans compter l'un des deux prétendants qui a été lésé dans l'affaire. Comme on l'a vu, la procédure de safety car est complexe, plutôt longue, et du coup, difficulté supplémentaire, le temps presse. Il faut donc être parfaitement concentré et c'est là que toute la dimension de la stature d'un directeur de course prend son ampleur, être le chef d'orchestre pour gérer un incident le plus parfaitement et le plus rapidement possible. C'est sans compter une difficulté supplémentaire qu'il a dû gérer de plus en plus toute la saison, le fait que Christian Horner et Toto Wolff principalement l'appellent à la radio et qu'une partie de ces conversations soit rendue publique. Il faut être courtois, ne pas dire un mot de travers, bref, être gentil et compréhensif. On ne sait pas à quel point Red Bull et Mercedes ont appelé Michael Masi à la radio pendant cette safety car du tour 52, mais je suis persuadé que c'est bien plus que ce que l'on a eu le droit d'écouter. Cela fait donc 2 conversations absolument inutiles à gérer en plus de tout le reste pour Michael Masi dans un moment hyper critique et hyper tendu. On rentre encore un petit peu plus dans la précipitation puisque Red Bull et Mercedes font perdre le très peu de temps qu'il reste avant le drapeau à damier. La première erreur qui va enchaîner les autres est le fait d'interdire aux voitures retardataires de ne pas dépasser la safety car et de se placer à l'arrière du peloton. Annoncer que les voitures retardataires n'auront pas le droit de dépasser, eh bien c'est avouer qu'on finira sous safety car. La seule raison de ne pas les laisser passer, c'est parce qu'il y a encore des commissaires en piste, justement, qui sont en train d'intervenir sur les lieux de l'incident. Mais du coup, quel est l'intérêt d'annoncer que les pilotes retardataires n'auront pas le droit de dépasser ? On laisse la procédure de safety car se dérouler et ça suffit, il n'y a pas besoin de le faire savoir en fait. Un tour plus tard, finalement, on annonce que les voitures entre Hamilton et Verstappen peuvent s'effacer et on entame une procédure de relance de course pour un seul tour. Mais dans ce cas, cela semble assez raisonnable de se dire que la règle s'applique à toutes les voitures retardataires justement. La question de savoir pourquoi Norris, Ocon, Alonso, Leclerc et Vettel ont eu ce droit et pas les autres se pose. Alors du coup, pourquoi certaines voitures peuvent passer et pas d'autres ? La précipitation et la volonté de vouloir à tout prix relancer une course probablement. Je dirais que cette décision est la conséquence d'une gestion d'un incident qui a été brouillé, où les processus ne se sont pas exécutés parfaitement et de manière totalement fluide. Ce changement de décision, le fait que ce soit que certaines voitures et pas toutes, et cette relance faite absolument littéralement à l'arrache, c'est ce qui nous a le plus énervé. C'est bâclé et aujourd'hui je pense qu'on peut se le dire que Michael Masi a voulu à tout prix ne pas être celui qui mettrait fin au championnat par une safety car avec tout ce que cela impliquait derrière. Alors est-ce la bonne décision qu'il a prise ? On pourra spéculer à l'infini et on ne sera jamais d'accord les uns avec les autres, quoi qu'il arrive. Si on déploie le drapeau rouge, oui, on a notre combat, départ arrêté et un tour pour jouer le titre, ça aurait été absolument incroyable, les pilotes seraient tous les deux partis en pneus soft, combat de titans, j'aurais adoré, mais ne serait-ce pas reprocher ce que l'on a reproché justement à la F1, de faire passer le spectacle avant le sport ? Est-ce que cela ne crée pas non plus un précédent pour des futures situations qui seraient similaires ? Est-on vraiment prêt à finir un championnat pareil sous une safety car et voir des spectateurs partir encore une fois sur le complot et la fameuse théorie que la FIA a aidé Lewis Hamilton ? Finalement, on a eu notre dernier combat en piste, mais à quel prix ? Peu importe la décision, drapeau rouge, finir sous safety car ou relancer pour un seul tour, aucune de ces options n'aura été la bonne.
On n'avait pas de bonnes décisions, que des décisions qui engendraient des problèmes différents. Le problème n'est donc pas Michael Masi, mais les décisions qu'il a devant lui. Et ces décisions, il les prend en tenant compte du règlement dans un laps de temps très court, et ce règlement, eh bien, il a un vrai problème. Tour 57 sur 58, on laisse partir seulement les pilotes entre Hamilton et Verstappen, pas ceux de derrière. Red Bull argumentera que dans le règlement, il est écrit « any » et que cela ne veut pas dire « all », comprenez par là n'importe quelle voiture ne veut pas dire toutes les voitures. Et dans le même tour, la safety car éteint ses feux, signe que la relance se fera à la fin du tour en cours. Alors plusieurs points importants. Lorsque la voiture de sécurité éteint ses feux, peu importe ce que l'on décide juste derrière, la course doit absolument reprendre à la fin du tour. C'est pour des raisons de sécurité là aussi, on ne peut pas envoyer un message de relance puis revenir dessus, car si un ou plusieurs pilotes n'ont pas la même information, on peut provoquer une incompréhension et un carambolage derrière. Donc quoi qu'il arrive, peu importe la situation, même si c'est une fausse manip faite par la voiture elle-même, la voiture de sécurité éteint ses feux, la course repart. Là où ça devient vraiment du droit et où on se croirait un petit peu dans Suits, c'est que l'article 15.3 donne le contrôle total de la safety car au directeur de course, donc il fait ce qu'il veut avec pour son déploiement et le moment de la faire rentrer. Cet article 15.3 permet d'outrepasser l'article 48.12 par l'article 48.13. En français. L'article 48.12 exige que lorsque les retardataires passent la voiture de sécurité, elle doit faire un tour de plus avant de relancer la course. Mais comme le directeur de course a le contrôle de la safety car par l'article 15.3, et comme on est absolument obligé de relancer la course lorsque les lumières s'éteignent par l'article 48.13, eh bien cela fait sauter ce fameux article 48.12. À ce moment-là, tous les retardataires ou pas, un tour de plus à faire ou pas, pouf, c'est même plus la question. Les feux de la safety car s'éteignent, on relance tout court, on ne pose plus de questions. Le règlement donne beaucoup de pouvoir au directeur de course. J'allais dire, heureusement entre guillemets, car dans une course, tout va très vite, et s'il faut prendre une décision et la faire appliquer, cela doit passer par une seule personne et pas par 15 validations qui prendraient beaucoup trop de temps. Mais comme dirait Tante May, Oncle Ben, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Michael Masi a réaffirmé que les équipes et la FIA s'étaient mis d'accord ensemble que c'était hautement désirable de finir la course sous drapeau vert, donc sous régime de course et non pas sous safety car. Alors vu la saison que l'on vient de vivre, et parce que c'est aussi ça le sport, c'est que l'on veut vivre un combat de titans jusqu'au bout. Après tout, un sport est beau pour l'émotion qu'il procure. Aurait-on eu vraiment l'émotion qu'on attendait après toute cette saison en voyant Hamilton conquérir un 8e titre absolument historique derrière une safety car? Beaucoup auraient crié au vol du spectacle par la FIA, sur qui on a tapé pendant tous les grands prix, pour leur inconstance notamment. Mais ça pareil, on va y revenir. De même que mettre un drapeau rouge pour faire un sprint d'un tour, peu importe le gagnant, est-ce que l'on n'aurait pas parlé d'en faire que pour le spectacle quand une safety car aurait simplement suffi? Et aujourd'hui, on parle d'avoir volé Lewis Hamilton parce qu'il y a une relance de safety car qui a été faite dans ce qui est prévu par le règlement, n'en déplaise à certains, mais dont la manière nous a laissé un goût absolument amer en bouche. Taper sur Michael Masi et vouloir le virer, c'est comme vouloir regonfler un pneu qui est crevé. Vous traitez un symptôme au lieu de traiter le vrai problème. Les décisions de Michael Masi sont les conséquences de ce que prévoit le règlement. Il fait avec ce qu'on lui donne. Il répond beaucoup trop poliment à Toto Wolff et Christian Horner et se dépêche quand même le plus possible pour qu'on ait une safety car courte pour un final absolument incroyable entre Verstappen et Hamilton. Il faut noter aussi qu'il repousse, réglementairement parlant, l'heure de l'événement à Spa-Francorchamps pour tenter de voir si on peut faire une course pour les spectateurs qui se gèlent le cul depuis l'aube sous la flotte. Je veux dire, on peut pas dire qu'il essaye pas de faire les choses bien. Alors oui, cela ne donne pas les grands prix que l'on aimerait voir. À Spa, c'est marqué dans le règlement noir sur blanc qu'un grand prix a lieu si on a fait plus de 2 tours. C'est pas Masi qui l'a inventé. L'article 15.3 lui donne le contrôle de la safety car pour qu'on tente d'avoir un finish que l'on mérite entre guillemets entre 2 immenses pilotes, et cela fout le bordel à l'article 48.12 et 48.13. Même si c'est lui qui appuie sur le bouton, est-ce que c'est lui le problème? La vitesse n'a jamais tué personne, mais un mur, si. Changer de directeur de course ne changera pas le règlement et les situations similaires à Abu Dhabi continueront d'arriver. Les autres vrais fautifs, ce sont ces communications radio que l'on a diffusées pendant toute la saison entre la FIA et les équipes, principalement Mercedes et Red Bull. Cela avait probablement pour but de permettre aux spectateurs de mieux comprendre les décisions de la FIA et de ce qu'il se passait en piste concrètement. Cela a eu l'effet inverse le plus total,
On a eu que des morceaux de conversation, on les a pris comme vérité absolue, et on s'est tous fait avoir, à la fois par Toto Wolff et Christian Horner, qui défendaient leur beefsteak contre la méchante instance qu'est la FIA. Alors, au lieu d'être du côté de la raison, de l'arbitre, on s'est laissé séduire par ceux qui n'ont absolument aucune raison d'être impartial à la base, les équipes. Tous les fans sont tombés sur un Nikita Mazepin qui avait rien demandé et qui roulait comme il le pouvait avec sa charrette blanche pendant le Grand Prix d'Espagne parce que c'était pas au goût de Toto Wolff de voir qu'on n'agitait pas les drapeaux bleus aux pilotes russes pour laisser passer Lewis Hamilton. Seulement personne n'a pris la peine de vérifier si Hamilton était suffisamment proche pour qu'on agite les drapeaux bleus à Mazepin. La réponse est non. Eh oui, et lorsqu'il s'est enfin suffisamment rapproché, Lewis Hamilton, Mazepin a mis un seul virage à s'écarter quand on lui a agité les drapeaux bleus. Et toutes ces petites conversations radio empêchent un directeur de course de faire correctement son travail. Donc oui, quand on entend Michael Masi bégayer à la radio à Red Bull, radio qui d'ailleurs est ressortie comme par magie, comme si on l'avait jamais entendue alors qu'elle était dispo 2 jours après la course, son stress, c'est pas de savoir comment va se jouer le championnat, mais c'est d'exécuter rapidement et parfaitement la gestion d'un incident pour relancer la course le plus vite possible. C'est comme si le gars de la NASA là, qui te fait décoller une fusée avec 100 personnes qui doivent lui donner un tas d'informations pour prendre des décisions en quelques secondes, et que tout se passe bien, accessoirement, vient de se faire emmerder par 2 gamins qui lui demandent pourquoi la fumée qui sort de la fusée elle est blanche. Voilà. Du coup, comment voulez-vous bien faire votre travail dans un moment aussi critique ? Le dernier gros problème, c'est que la F1 est complexe dans sa structure. Michael Masi n'a absolument pas le rôle de mettre des pénalités, ce n'est pas lui. Toutes les décisions sportives des pénalités attribuées et l'inconstance des décisions que l'on a tant critiquées pendant toute l'année 2021. Beaucoup, par méconnaissance, et c'est normal, confondent un directeur de course et un commissaire sportif. Mais on met les deux dans le même panier qui s'appelle la FIA. Et le problème de Michael Masi, c'est qu'il est devenu, par les conversations radio, le personnage public représentant la FIA de référence, alors que c'est absolument pas son rôle. Pour permettre à un Grand Prix de Formule 1 de se dérouler dans le cadre de la sécurité et dans le cadre sportif, il faut bien plus de personnes que n'importe quel autre sport. On n'a pas juste un arbitre et quelques assistants pour veiller au bon déroulement d'un match. La F1, c'est plus complexe que ça, par nature. Et cette complexité peut être un vrai problème au final. Cette saison 2021 de Formule 1 aura permis justement de mettre en avant le fait que la FIA, les commissaires sportifs et le directeur de course, ainsi que d'autres membres, n'ont pas une suffisamment bonne structure et un règlement suffisamment clair, pas forcément pour eux, ni forcément pour les équipes, mais pour tous les fans qui sont en nombre grandissant et qui ont énormément d'informations à apprendre pour pouvoir apprécier les Grands Prix de Formule 1. Oui, moi, personnellement, le Grand Prix d'Abu Dhabi 2021 m'a probablement beaucoup moins touché que l'ensemble des fans, car je suis moins surpris par un point du règlement. Je ne suis ni pour Verstappen ni pour Hamilton. La seule chose qui m'a vraiment énervé, finalement, c'est cette précipitation qui est due en grande partie, à mon avis, aux conversations radio entre les équipes et Michael Masi. Mohamed Ben Sulayem, le président de la FIA, vient de faire des annonces concernant l'enquête de la FIA sur les événements d'Abu Dhabi. On n'a pas eu les résultats de l'enquête, donc on ne connaît pas sa conclusion. Mais par contre, on a des décisions qui ont été prises par rapport à tout cela. Premièrement, la FIA va adopter la VAR pour et seulement pour assurer les bonnes décisions du directeur de course. Donc, au lieu de prendre une décision en 5 secondes, on pourra passer par des gars dans un bureau à l'autre bout du monde qui reverront s'il fallait faire rentrer la safety car ou pas. Cette VAR n'a absolument rien à voir avec le fait de mettre des pénalités sur des incidents de course, etc. C'est juste pour surveiller le gars qui envoie la safety car en piste globalement. Alors, j'attends de voir comment cela va être implémenté, mais j'ai le sentiment que ça ne va pas servir à grand chose, à part mettre peut-être un petit peu plus de monde dans un processus qui est déjà bien complexe. J'imagine que s'il y a un truc pas clair, on va arrêter la course, garer les voitures, attendre que tout le monde se mette d'accord avant de relancer la course. On verra bien comment ça se passe, donc ça, on verra. Deuxièmement, les communications radio entre les équipes et le directeur de course ne seront plus diffusées pour protéger le directeur de course et lui enlever une pression qui est absolument inutile afin qu'il puisse faire son travail et prendre des décisions sereinement. Les équipes auront toujours quand même la possibilité de le contacter, mais il y aura un processus bien plus strict pour éviter des gamineries par exemple. Alors ça, forcément, c'est un bon point qui me paraît absolument primordial et qui pour moi est l'une des raisons les plus évidentes qui a conduit à ce que l'on a vécu à Abu Dhabi. Je ne vais pas revenir sur le fait que la FIA n'a pas vraiment daigné de protéger un minimum Michael Masi, le laissant pour compte dans un moment où il en avait le plus besoin. Ça donne vachement envie quand même de bosser pour cette institution en tout cas. Troisième point, la règle et la procédure finalement pour les voitures retardataires pendant une safety car va être revue pour qu'elle soit probablement entre guillemets incontournable. Donc concrètement, j'ai pas l'impression qu'on enlèvera le pouvoir de la safety car au directeur de course.
Donc bon, pas sûr que cela résoudrait par exemple la situation d'Abu Dhabi. Dernièrement, Michael Masi a été remercié et sera remplacé par 2 directeurs de course de manière alternative, donc chacun leur tour, avec à leur côté un conseiller permanent pour justement les aider à prendre des bonnes décisions. Ce sont donc Niels Vitic, ancien directeur de course du DTM et qu'on a vu aussi notamment en Formule 1, et Eduardo Freitas, ancien directeur de course du championnat du monde d'endurance et de GT et aussi d'American Le Mans Series, pour ne citer qu'une petite partie du CV du monsieur qui est déjà bien longue. À tour de rôle, ils seront donc directeurs de course des Grands Prix de Formule 1. Je précise encore une fois que ce ne seront pas eux qui mettront des pénalités, qui feront état des incidents de course entre les pilotes, etc. On aura toujours des commissaires sportifs pour ça, et a priori, ils continueront de changer à chaque Grand Prix. Encore une fois, ne mettez pas tout le monde dans le même panier. Ces changements prendront effet donc dès les essais hivernaux de Barcelone, et ce pour le reste de la saison 2022. Résultat, on coupe donc une tête qui a fait le job avec ce qu'on lui a donné pour la remplacer par 2 têtes différentes, sans vraiment changer un règlement qui aurait bien besoin d'un petit peu plus de clarté pour éviter, par exemple, de jouer sur les mots façon Red Bull. Alors personnellement, je trouve que l'on vient simplement de donner au peuple ce qu'il veut, la tête d'un gars qui a tenté de faire le meilleur job possible, qui a été un bouc émissaire extraordinaire. Ça va calmer les gens jusqu'à ce que l'on revive finalement une situation à la Abu Dhabi, puisque clairement, changer de tireur ne change pas le fait que c'est l'arme qui tue. Alors du coup, on aurait pu faire un petit peu plus simple. Si on a une safety car par exemple qui dépasse le dernier tour, eh bien on aurait pu arrêter automatiquement la course pour relancer un dernier tour ou 2 derniers tours, histoire de, avec un départ arrêté. Voilà, là on avait un vrai drapeau rouge de compétition entre guillemets. Aucune pression pour le directeur de course, le temps de faire ce qu'il faut pour la sécurité et donner aux fans ce qu'ils veulent, du vrai sport qui génère du spectacle. Alors dites-vous que les 2 nouveaux directeurs de course vont en prendre plein la tête dès qu'il va y avoir des incidents de course entre pilotes et pénalités, parce qu'on tombera sur eux par défaut alors qu'ils n'auront pas ce rôle et qu'on n'aura toujours pas adressé ce problème de la limite du let them race, évidemment, qu'on a eu toute la saison dernière et qui va refaire surface probablement dès le premier Grand Prix de la saison 2022. Vous pensiez que le drama était parti en vacances, ne vous inquiétez pas, il va revenir, et cette fois-ci, Michael Masi regardera ça de loin en sirotant un bon cocktail dans son placard à la FIA. Et oui.